Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va contrôler un robot toutoun avec un automate Siemens. Deux parties dans cette vidéo. La première où on utilise Node-RED, ce qui est très intéressant, mais ça n'a rien d'obligatoire, comme on va le voir dans la seconde partie. Allez, je commence avec la structure interne de notre Go1 dans sa version éducation, avec une partie mécanique comportant 12 servomoteurs, donc 3 par patte. Des moteurs synchrones à aimant avec réducteur mécanique et contrôleur électronique intégré, alimentation 24 volts DC et consigne via une liaison série RS485 à 4 mégabits par seconde. Et tous les servomoteurs sont commandés par cette liaison série à partir d'une carte de contrôle avec un microcontrôleur STM32 et bien sûr une centrale inertielle pour la mesure des vitesses, des accélérations et de l'orientation sur les trois axes. Ensuite, une liaison radio pour utiliser la télécommande spéciale qui commande un arrêt d'urgence. Toujours dans Go1, 3 cartes Jetson NVIDIA pour le traitement des images issues des 5 caméras. Et tout ce beau monde communique en Ethernet via un switch. Ce réseau est accessible à partir d'un port lié au connecteur RJ45 sur le dos du chien, mais l'élément essentiel, c'est la Raspberry qui centralise tout. Et elle communique aussi avec un module Wi-Fi qui permet une liaison sans fil depuis un ordinateur. Attention, le réseau Wi-Fi, ce n'est plus en IP 123, il faut une adresse distante en 192.168.12. Quelque chose. Au niveau logiciel, dans la Raspberry, on trouve un serveur web embarqué qui va nous permettre de commander le robot via un simple navigateur web. Il faut juste taper l'adresse de la Raspberry si on est en filaire 123.161 ou bien l'adresse en 12.1 si on est en Wi-Fi. Autre chose avec la Raspberry, c'est que l'on a un SDK fourni par le constructeur. Un SDK qui, je le rappelle, est un petit animal à poil roux. Mais non, un SDK, c'est un ensemble de choses, et notamment du code source, pour nous aider à programmer. Allez, regardons avec un autre animal à quoi ça ressemble. Voici donc le GitHub de Unitry Robotics, le fabricant du robot, avec différentes choses, notamment les ROS. ROS, j'en parlerai tout à l'heure, le guide, et c'est, voilà, ici notre fameux SDK. SDK où on retrouve pour qui ça s'adresse, donc c'est bien Go1, et des exemples que l'on trouve en C++, des exemples que l'on trouve en Python, et les bibliothèques qui vont bien. La bibliothèque, donc le point H avec eh bien, les différentes sous-bibliothèques pour la gestion du joystick, le quadrupède. Il y a le COM qui est intéressant où on voit les commandes avec des fonctions sur l'état du BMS, donc la batterie, la centrale inertielle avec les mesures effectuées. On retrouve l'état du moteur, la commande du moteur, etc., etc. On retrouve également une LED. J'en ai pas parlé jusqu'à présent. Je ne sais plus où elle est. Elle est là, voilà. Une LED qui est en fait une LED RGB dans la tête du chien que l'on pourra commander RGB. Voilà des exemples, je sais pas, de marche par exemple, où on voit un main avec des fonctions où on voit le contrôle qui est effectué et deux points intéressants, UDP send, UDP receive, qui sont des fonctions de communication avec la Raspberry.
Alors, première chose à signaler, c'est que le programme il est compilé et exécuté en local dans le Raspberry. L'ordinateur, quant à lui, il nous permet de choisir quel programme compiler ou exécuter. Les ordres envoyés sont des commandes sous Linux, car c'est le système d'exploitation du Raspberry. Les programmes sont ceux fournis dans le SDK, donc dans la mémoire du Raspberry. Et il y a de nombreux exemples d'applications. Mais on peut bien sûr chercher sur Internet d'autres fichiers sources pour les exécuter, fichiers à implanter dans le Raspberry pour y être compilés. Et encore mieux, on peut développer son propre code en restant bien sûr en environnement Linux, plus particulièrement Ubuntu, et on peut utiliser du C++, du JavaScript ou du Python. Mais ceci dit, on peut faire encore autrement, notamment grâce au ROS qui est disponible. Un ROS qui est aussi un petit animal avec un petit museau. N'importe quoi. Un ROS, c'est un système d'exploitation spécifique à la robotique et qui permet de développer des applications plus rapidement. Bon, c'est sympa, mais pour la suite, je vais abandonner cette approche plutôt tendance hardware pour privilégier un travail à plus haut niveau. Notamment grâce au fait que dans la Raspberry, il y a aussi un broker MQTT. Revoir si besoin ma vidéo sur le sujet dans laquelle j'expliquais qu'un broker permettait de gérer des transmissions de données, dans lesquelles celui qui fournit une information s'appelle le publisher, celui qui la reçoit c'est le souscripteur. Il est appelé comme ça car pour obtenir la donnée, il a dû auparavant demander au broker laquelle il voulait. Et ainsi, il ne reçoit que celle-là, même si d'autres publishers ont envoyé d'autres informations. Et il peut y avoir aussi plusieurs souscripteurs. Chacun est libre de choisir l'information dont il a besoin. Et c'est le broker qui va transmettre les bonnes infos au bon client. Dans notre cas, le broker est déjà installé dans la Raspberry. Je vais juste me servir d'un client MQTT, par exemple implanté dans un ordinateur équipé de Node-RED. Je peux alors publier des données tout simplement avec un nœud MQTT out. Et une donnée, ça peut correspondre à une action à réaliser. Par exemple, faire avancer le robot. Dans l'autre sens, c'est possible aussi. Il faut alors faire une souscription et on récupère la donnée avec un nœud MQTT in. Par exemple, si je veux connaître quel est l'état de charge de la batterie. Et encore plus fort, le broker peut avoir plusieurs clients. Par exemple, un autre avec Mosquito, qui pourra lui aussi donner des ordres par publication avec la commande Mosquito Hub, ou recevoir des informations par souscription avec Mosquito Sub. Et pourquoi pas un troisième client. Pour changer, on pourrait utiliser par exemple PAO. Et là aussi, publication et souscription, cette fois en utilisant un objet MQTT et ses méthodes associées, publish et subscribe. Ok, c'est bien beau tout ça, mais au fait, de quelles informations on parle exactement? Donc, de quel topic va-t-on se servir? Sachant qu'il faut utiliser ceux qui ont été définis par le constructeur pour espérer qu'il se passe quelque chose. Ce sujet est très mal documenté, mais on peut quand même trouver 4 topics très utiles. Le premier que je vais utiliser est appelé contrôleur avec un sous-topic action. Il permet de commander différents modes de fonctionnement. Sur le GitHub de DroneBlocks, on retrouve la syntaxe des différentes commandes. Debout, couché, marche, etc., etc. Allez, on regarde comment envoyer ces commandes avec un client Node-RED. Voici donc mon bloc MQTT. Il est issu de la catégorie Network ici. C'est donc le MQTT out. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a eh bien, le serveur MQTT. Où est-ce qu'il est? Ben, il est, bon, c'est Raspberry, donc
on le déclare. Il suffit d'indiquer son adresse IP, le numéro de port pour le MQTT et c'est tout. Voilà. Ensuite, on définit quel topic, c'est-à-dire quel est le sujet du message qui va être communiqué. Donc là, c'est contrôleur action. OK. Et ensuite, j'injecte les différents messages. Donc là, par exemple, j'envoie stand down. Je rappelle quand même QTT, c'est une chaîne de caractères qui est transmise. Donc, bien sûr, chaîne de caractères. Et je définis toutes les chaînes de caractères qui correspondent aux différents mouvements. Là, j'ai rajouté, c'est en double en fait, j'ai rajouté pour faire une petite interface sympa avec un dashboard, mais on n'est pas obligé d'avoir les boutons là. Et voilà, c'est tout simple. Allez, on passe au topic qui va commander la LED multicolore dans la tête du robot. J'ai retrouvé la syntaxe de la commande dans le SDK du fabricant. Et on voit qu'il faut envoyer 3 valeurs en uint, donc de 0 à 255, chacune correspondant à la quantité de couleurs dans la composition R, G et B. Allez, regardons comment faire. Mon bloc MQTT, il est ici. On voit que j'ai changé le topic avec maintenant celui qui correspond à la commande de la LED. Voilà, je l'ai changé, topic. J'ai aussi changé localhost pour faire une simulation en local sans me connecter au chien. Voilà, ce sera plus pratique. Et je vais placer un client Mosquito qui va souscrire à ce fameux topic de la couleur là pour voir un petit peu ce qui est envoyé. Ce qui est envoyé, bah, c'est soit du rouge, par exemple, donc du rouge maximum, c'est-à-dire je peux aller de 0 à 255, là c'est maximum, et je transforme ce rouge en chaîne de caractères. Pourquoi? Bah, parce que toujours pareil, MQTT, ce sont des chaînes de caractères qu'il faut. Donc, bah, j'ai déclaré ici un tableau de 3 cases qui vont être des chars, qui vont être issus de la valeur, qui va être convertie et envoyée. Donc, le 255 en l'occurrence et les autres à 0. Si on fait le test, donc avec le bloc debug ici, on voit bien que ça correspond à 255 sur la première case. Si je fais sur le vert, donc là j'injecte aussi 255, sauf que je le place dans la case qui correspond au green, vert, et donc quand j'envoie, on voit le 255 à ce niveau. Ok, le bleu on a compris, ça va être la dernière case. Pour faire du blanc, bah, il faut injecter sur toutes les composantes, c'est-à-dire 0,1,2, la valeur maximale, donc 255. Donc ça va faire du blanc. Et ça va faire, ben, si j'envoie 0 sur toutes les cases, ben, ça va faire du noir. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, les commandes séparées si j'ai envie. Donc je vais envoyer maintenant non plus ici un nombre, comme on l'a fait tout à l'heure, mais je vais envoyer un tableau directement avec bah, les composantes RGB. Donc là, c'est du rouge et du vert, donc ça va faire du jaune. Voilà, du jaune, et je reconstruis ma chaîne de caractères avec les 3 valeurs. Voilà, donc si je fais le test, le blanc, c'était tout à 255, tout à 0, et là, on va ici. Alors, on remarquera qu'il se passe rien au niveau des trames. Alors rien, c'est pas vraiment exact. C'est qu'en fait, comme on voit ici une chaîne de caractères, les codes ASCII, ben, le 255, il fait pas partie des caractères puisque ça s'arrête à 127 dans le mode non étendu. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est-à-dire que si je regarde en classique, on commence à 32 et on s'arrête à 127. Et si on veut voir quelque chose bah, qui soit significatif, je peux par exemple envoyer une valeur 65 qui va correspondre au A. Je le fais, ben, je le fais. Donc là, je mets par exemple 65. Ok, ok. Et j'envoie 65 de rouge. Et là, on voit eh bien, que c'est bien un A. J'aurais pu envoyer 3 valeurs, donc si je fais, bah, je sais pas, 65, 66 et 67,
67, 67, j'envoie et là je retrouve ABC, c'est-à-dire 65, 66, 67, ce qu'on voyait ici aussi si je le mettais sous forme de chaîne de caractères. Voilà, super. Allez, autre topic, maintenant le contrôleur stick, comprendre joystick. Pas facile de trouver des infos à ce sujet, mais sur ce GitHub, on a l'essentiel pour comprendre. À savoir qu'il faut envoyer 4 valeurs de type float et respectivement appelées dans l'ordre LX, RX, RY et le dernier LY. Pourquoi ces noms? Eh bien parce qu'ils correspondent aux 4 mouvements possibles sur la manette. LX, c'est pour le joystick gauche selon l'axe X. Sa valeur est de 0 si on est au milieu, c'est-à-dire sans rien toucher. Valeur de plus 1 si on est complètement à droite et moins 1 pour complètement à gauche. Ensuite, RX, c'est pour le joystick droit, toujours sur l'axe horizontal et toujours des valeurs en float comprises entre moins 1 et plus 1. Ensuite, RY, c'est toujours le joystick droit, mais cette fois sur l'axe vertical. Et toujours des valeurs en float comprises entre moins 1 et plus 1. Et en toute logique, LY, c'est le joystick gauche et axe vertical avec toujours des valeurs comprises entre moins 1 et plus 1. Allez, regardons comment exploiter ça. Voici mon bloc MQTT avec le topic controller stick qui va récupérer des données. Alors, par exemple, décalé droite. Décalé droite, c'est un nombre qui vaut au maximum 1. Et décalé gauche, maximum 1 aussi, mais en négatif. C'est ce qui correspond aux positions maximales du joystick. Ensuite, je vais appliquer un facteur de correction pour ramener cette valeur entre 0 et 1, suivant ce que j'ai appelé une variable vitesse qui varie entre 0 et 100%. Alors, c'est pas vraiment une vitesse, c'est en fait la proportion sur laquelle j'appuie sur le joystick. Donc, si je suis à 50%, ça veut dire que je mets le joystick à moitié. Là, je vais choisir 10%, juste tout petit. Donc, 10% et j'applique 1, donc ça veut dire que je fais une commande de 0,1. On regarde comment c'est fait. Je montre d'abord comment est placée la variable. Donc, elle est sur un global 7, donc une variable globale qui s'appelle vitesse, qui varie entre 0 et 100. Ensuite, je la récupère et je la place dans temps 1 pour la diviser par 100. Donc, on retrouve bien quelque chose entre 0,0 et 1,0. Et ensuite, je multiplie par le signe venu du bouton, soit plus 1, soit moins 1. Et donc, ça nous donne bien un nombre que je fournis en sortie. Si j'appuie, alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis également un souscripteur là pour voir ce qui se passe. Donc, je vais appuyer sur décaler droite. Donc, on voit bien, que l'on a des valeurs. Alors, c'est sur 4 octets normal. Un chiffre à virgule, c'est sur 32 bits, donc 4 octets. Et ça nous donne quelque chose de ce genre étrange. On va essayer de décortiquer. On voit ici le premier octet, valeur de 0xCD. Et on sait que l'on transmet des caractères. Sauf que là, comme déjà vu tout à l'heure, ça ne correspond à rien sur une table ASCII normale. Par contre, on peut aller chercher dans la table avec caractères étendus, donc des codes allant de 128 à 255. Et là, on trouve un résultat, en l'occurrence un symbole avec une double barre, ce qui correspond bien au premier caractère de la chaîne. Même logique pour le deuxième, valeur 0xCC. On retrouve bien un caractère qui correspond bien au deuxième dans la chaîne. Et même logique pour les troisième et quatrième. Ok, on a donc vu passer 4 octets.
ce qui peut être interprété aussi comme un float. On vérifie et on retrouve bien la valeur de 0,1 que l'on voulait transmettre. On remarquera aussi que l'octet de poids le plus fort est placé à la case 3. Et ça, c'est caractéristique d'une notation en Little Endian. Allez, on regarde comment coder tout ça. Alors, regardons cette fonction qui récupère la valeur numérique, donc le float entre 0 et 1, et qui va l'envoyer sous forme de chaîne de caractères. Donc, comment j'ai écrit ça? J'ai commencé par créer un tableau de 16 cases, qui vont être les 16 octets. Et ensuite, j'utilise la fonction writeFloat avec le LE qui signifie Little Endian pour que ce soit dans le bon ordre. Et on calcule à partir du nombre que l'on a reçu et ensuite on renvoie le tableau qui est en fait la chaîne de caractères, c'est-à-dire cet ensemble ici. Ok, super. Alors je vais changer un petit peu, la vitesse était à 10, là on va voir une autre valeur histoire donc de voir la différence. Je vais mettre par exemple allez, une valeur 20 et j'envoie donc décaler. On voit des valeurs qui sont celles-ci, 3E, etc. On voit que le code a un petit peu changé là, donc ça veut dire bien sûr qu'on a d'autres valeurs. Alors ça correspond à quoi comme chiffre float? Normalement c'est 0,2. Si je prends un convertisseur et que je regarde la correspondance 3E4CCCD, on retrouve bien le 0,2. Super. Ok. Ensuite, alors quelle est la différence avec les autres? Les autres, c'est que les RX, RY, ils vont écrire plus loin. On regarde comment. Ils vont écrire plus loin parce que le résultat de la conversion, on va le placer aux emplacements d'à côté, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, comme la conversion s'est faite sur les 0, 1, 2, 3, ça a été écrasé par la valeur là, donc je remets à 0 pour pas qu'il y ait d'embrouille. Ok, et on regarde ce que ça fait. Donc si je suis là, je vais décaler un petit peu. Hop. Voilà, voilà. On retrouve bien nos valeurs à ce niveau-là, et ça a été décalé à ce niveau-là. Et même logique pour la suite, même logique pour la suite. On place dans les 8, 9 et on remet à 0 les cases qui ont servi pour le calcul. Ok, super. Et ainsi de suite. Donc si je fais le suivant, non, le suivant c'était lui. Donc on voit qu'on était à cet emplacement-là. Là, on est à cet emplacement-là. Donc tout va bien, c'est bien aux bons endroits. J'en ai pas parlé, mais si on fait en négatif, si je fais en négatif, donc baisser par exemple ici, on voit que la valeur a changé. Il suffirait de la convertir avec notre convertisseur pour vérifier que la valeur est négative. Voilà, voilà. Allez, dernier topic que je voulais vous montrer, c'est celui qui correspond à l'état du Battery Manager System. La structure de données est documentée sur le GitHub du SDK du fabricant. On retrouve différentes informations comme la température ou encore le voltage. Ici, je vais me limiter à la valeur du pourcentage de charge de la batterie et à la valeur du courant consommé, une valeur qui n'est pas un float, bizarrement, mais un entier long. Alors, au niveau du code, on retrouve un bloc MQTT, mais cette fois-ci, ce n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'on récupère une information, c'est donc le in, le MQTT in, comparativement à tout à l'heure où on était sur les out. Et le in, c'est bien celui qui nous permet de souscrire un message selon un différent topic. Et nous, le topic, c'est le fameux BMS state. Le bloc qui ressemble étrangement à l'autre, puisqu'il faut définir le serveur MQTT, qui pour nous se trouve dans la Raspberry, définir le topic qui va être
demander. La qualité de service, j'en avais pas parlé tout à l'heure, là je l'ai mis à 2 parce que c'est ce que je pense être de ce qu'attend le serveur, c'est-à-dire un accusé de réception, et cetera. Donc bon, il faudrait creuser la question, mais bon, ça marche très bien comme ça. Ensuite, les données arrivent sous forme, de structure et il faut décortiquer tout ça. Je vais mettre d'ailleurs la structure à côté là pour voir. Sachant que le premier octet, c'est la version, et cetera, et cetera. Nous, ce qui nous intéresse, le state of charge ici, heu, sur l'emplacement 3. Donc quand je vais venir ici, eh bien, je vais récupérer tout simplement l'emplacement 3 pour, eh bien, le mettre dans le message qui sera ensuite envoyé soit ici, soit sur un petit cadran, je vais faire un petit dashboard pour voir. Et ensuite, on va retrouver l'extraction du courant. L'extraction du courant, on l'a vu tout à l'heure, c'est les emplacements 4 pour le poids faible et 5 pour le poids fort. Bizarrement, la valeur qu'on reçoit semble être inversée bit à bit. Donc, j'ai fait une réinversion bit à bit, c'est-à-dire un complément à 255 de la valeur. Donc ça, c'est l'octet de poids faible et l'octet de poids fort, pareil, même inversion. Et comme il faut décaler de 8, je vais faire ce décalage sous forme de multiplication. Ça revient même par le poids 256. La valeur que l'on récupère totale, c'est en milliampères. Si je divise par 1000, je vais retrouver le vrai courant en ampères, celui que je vais afficher. Et on va faire un petit essai. Alors je commence à faire joujou avec les LED. On voit bien que c'est pas significatif au niveau de la consommation de courant, autour de 100 milliampères environ. Par contre, si on fait des mouvements, là je vais faire par exemple un coucher, là ça change et on consomme moins. Là on est à 3,6 alors que si on est debout, on est autour de 4,5, 5 ampères. Encore plus bien sûr si on se déplace et notamment sur les régimes dynamiques. Ensuite, une fois qu'on a la marche établie, ça fait en gros 5 ampères. Si je mets le mode franchissement d'obstacles, c'est à peu près pareil. Par contre, si je mets le mode course, là on voit que le courant augmente significativement. On est autour de 10 ampères. Au niveau de la consommation, donc charge la batterie à 85% au début et 84%. On a perdu 1% depuis le début. Autre chose à signaler, j'en avais parlé vaguement tout à l'heure, c'est que j'ai fait un petit dashboard pour piloter le truc. C'est pour ça qu'on retrouve le coucher, le debout, le walk, et donc les modes de fonctionnement que j'ai regroupés ici. Donc coucher, debout, les différents ordres. Ensuite, on peut faire différents réglages, la couleur de la LED, la vitesse. La vitesse, souvenez-vous, c'était le slider qui est là, donc la vitesse, et ensuite les différents ordres sur le joystick gauche, avancer, reculer. Donc à chaque fois, on va retrouver, vous voyez là c'est en pointillé orange, on voit les différents éléments. Plus sympa pour faire un petit test. Allez, c'est parti. Voici donc mon tableau de bord. Allez, je commence avec coucher, debout. Ensuite, on peut faire soit walk, la marche, ou la course, ou le mode de grimpe. Je vais rester en mode normal, walk. Je peux changer la couleur de la LED. Rouge, bleu, bon bref, ce qu'on veut. Ensuite, on peut faire stop sur les actions qui sont ici. On peut régler la vitesse. Je la laisse à 50 pour commencer. On va faire quoi? On va faire un petit décalage à gauche, un petit décalage à droite, un petit tourné droite, un petit tourné gauche. Et on voit que si on change la vitesse, si je mets au maximum, tourner droite, tourner gauche,
Là, ça va beaucoup plus. Ah, le lever, le coucher. J'ai pas dû programmer correctement là. Ensuite, avancer, par exemple. Je vais réduire la vitesse quand même, parce que pour avancer, on va mettre juste 20. Avancer, reculer, avancer, reculer, et on arrête. Magnifique. Ok, super. Alors, Node-RED, c'est un outil bien utile, mais on va aller encore plus loin. On vient de le voir, la publication de topics nous a permis de commander des actions, et la souscription nous a permis de récupérer des valeurs, par exemple avec le topic sur l'état de la batterie. D'autre part, j'ai déjà montré dans une autre vidéo que l'on peut installer dans Node-RED des nœuds de communication S7, ce qui nous permet de communiquer avec un automate Siemens. Les nœuds en question doivent être installés à partir de la librairie qui va bien. Sur le principe, le S7in récupère l'ordre envoyé par l'automate et le MQTT-out le publie vers le Raspberry. Dans l'autre sens, le MQTT-in renvoie l'information souscrite vers le S7out qui la transmet à son tour à l'automate. Dans Node-RED, ça donnerait ça. Donc rien besoin d'autre. Dans l'autre sens, idem, juste MQTT vers S7. Ok, mais à bien y réfléchir, on peut faire encore mieux. Parce que notre automate, il peut embarquer un client MQTT. Et donc, il va pouvoir publier et souscrire des topics directement au broker du Raspberry. Donc, plus besoin de Node-RED, liaison directe entre l'automate et le robot Toutoun. Je rappelle que le support Siemens met à disposition gratuitement le nécessaire pour la communication MQTT. Plusieurs versions sont disponibles. Moi, je vais faire avec une ancienne V15 qui ne fait que la publication, mais qui est très simple à utiliser. Voir ma vidéo sur le sujet pour plus de détails. Allez, regardons comment coder tout ça. Je commence par le main qui fait simplement appel à une fonction MQTT que j'ai écrite et je vous montre. On commence par le paramétrage du publisher. Alors vous allez me dire, il se trouve où ce truc-là? En fait, il se trouve dans la bibliothèque que l'on doit importer LMQTT. Je l'avais montré dans la précédente vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on peut récupérer le publisher, le mettre là. Et ensuite, enable, oui, toujours, sauf si on fait un reset. Donc ça, c'est toujours actif. Ensuite, toutes les 5 secondes, je vais publier un message sur la connexion qui est définie ici. On regarde ce que c'est. Donc là aussi, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. 64 pour l'hardware identifier, le connexion ID numéro 1, la première. Important bien sûr l'adresse IP, le 161, moi pour le Raspberry du Go 1. Ensuite, local port, pas très utile, mais ça surtout important, 1883 obligé. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On publie des messages selon les paramètres qui sont ici. Quels sont ces paramètres? Les paramètres, j'ai tout laissé par défaut, donc false, false, false. Donc là, rien de défini. Là, pareil, par défaut. Qualité de service 0. Ok. Ensuite, je vais juste changer le nom ici pour que ce soit plus clair. Rien de bien grave donc. Et ensuite, on va placer le topic, c'est là où tout se passe, et le message. Donc le topic et le message, vous allez dire d'où ils viennent. Eh bien, ils vont être affectés à l'intérieur de ça, là, selon mon programme. Donc selon mon programme, envoi de message pour le mode de fonctionnement. Donc si je commande, alors je vais commander avec une IHM ici, avec différents boutons, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, il y a différents boutons. Donc, par exemple, le bouton debout, si on appuie sur debout, le topic sera contrôleur action et on envoie le message stand up, donc pour debout. Si c'est couché, c'est le même topic, mais avec
un autre message, ensuite walk, même topic, autre message, etc., etc. Ensuite, les envois de messages lorsqu'on commande avec le joystick. Alors, j'ai déclaré 2 variables pour que ce soit plus clair. Une variable joystick pour dire lequel est appuyé et ensuite la valeur, donc soit 0 si on ne touche pas, soit -1 si on est à gauche ou +1 si on est à droite. Exemple ici avec le joystick LX, donc ça peut être soit un décalé droite, soit un décalé gauche. Et donc dans les 2 cas, LX, le joystick LX, sauf que pour la droite c'est +1 et la gauche c'est -1. Et ensuite on publie un message qui est message joystick, qui a été calculé dans cette fonction que j'ai séparée pour que ce soit plus clair. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien au départ on réinitialise tout le contenu du message. C'est une chaîne de caractères, donc de 16 caractères, 16 octets pour être précis. Donc là, on met char 0, donc byte 0 converti en char, puisque je rappelle que ça, c'est une chaîne de caractères. Ensuite, si le joystick, c'est LX, à ce moment-là, eh bien, on va affecter les différents octets aux valeurs que l'on a trouvées par le calcul. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calcul? Valeur réelle, c'est une valeur qui va être comprise entre -1 en float, donc c'est un float en réel, hein, et +1, calculé comment? Comme pour avec Node-RED, hein, comme pour l'autre, c'est-à-dire on a la vitesse qui est divisée par 100. Vitesse, c'est un truc qui est saisi entre 0 et 100 sur l'IHM, donc je le ramène entre 0 et 1 et je multiplie par la valeur du joystick qui est soit +1, soit -1 si je veux faire avant ou arrière ou gauche-droite. Donc même calcul qu'avec Node-RED. Et ensuite, j'affecte eh bien, les 4 octets qui se trouvent dans ce réel, hein, réel c'est 4 octets, donc il y a l'octet 0, l'octet 1, 2 et 3 que l'on remet dans le bon ordre, on les convertit en char et on les replace aux emplacements. Donc si c'est le LX, ça correspond aux 4 octets qui sont au début. Si c'est le RX, c'est les 4 octets suivants, mais qui sont calculés toujours de la même façon à partir de la valeur réelle des 4 octets, sauf que l'on a décalé de 4. Là, on décale encore de 4 pour le RY et on décale de 4 pour le LY. Si on fait stop, on affecte 0, le char 0, le char de code ASCII 0 dans toutes les cases. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le dernier. Envoi de message pour l'éclairage LED. Donc c'est le topic Face Light Color que l'on affecte à un message LED. Des messages LED, c'est un ensemble de 3 données qui correspondent à une valeur convertie en char qui est soit de 255 si je veux faire du rouge complet, 255,00 c'est le rouge. Si je veux faire du vert, là. Si c'est du bleu, c'est le dernier. Si je voulais faire une autre couleur, je pourrais mixer les valeurs au niveau du RGB. À chaque fois, j'envoie ce message et voilà, c'est tout. Allez, on va faire une petite démo. Allez, je commence avec les LED, du rouge, du vert, du rouge. Ok, on a compris. Alors ensuite, on va faire un petit coucher par exemple. Voilà. Allez, debout, coucher, super. La vitesse est faible, donc c'est bon, on va pouvoir commencer à faire quelques mouvements. Je choisis walk et je me mets debout, bien sûr, pour pouvoir commencer. Voilà, ensuite, un petit décalage, c'est parfait. Un autre décalage, très bien. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, oups, un peu trop, on va revenir. Allez, revenir à gauche. Voilà, c'est mieux.
Je vais réduire quand même, histoire de ne pas retaper sur l'étagère. Voilà. Ensuite, rotation, rotation, parfait. Ok, je peux avancer. Et on voit les ordres en haut dans l'invite de commande à chaque fois, hein. Donc, l'ordre qui correspond. Eh bien, l'avancement, on recule, etc., etc. Bon, ben voilà, terminé pour aujourd'hui. Avant de couper, j'en profite pour faire un petit coucou à l'équipe de Génération Robot, chez qui on peut se procurer le Go 1 et même prochainement le successeur Go 2. Il est encore plus perfectionné. Allez, à bientôt.